C'est l'heure de l'Intelligent Club que vous avez la possibilité de suivre sur toutes les plateformes en direct de l'Intelligent TV. Merci de nous rejoindre au sommaire. Soutien de Gbagbo au PDCI RDA, un front commun de l'opposition est-il possible? Crise dans l'enseignement, de nouvelles perturbations dans les écoles ce lundi 28 avril. Enfin, Mohamed Bazoum, 22 mois de séquestration sans lueur d'espoir. Jingle et on se retrouve dans quelques instants avec nos chroniqueurs. Spectaculaire du côté du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ce samedi 26 avril. Lors d'une réunion du comité central de son parti à Abidjan, l'ex-président Laurent Gbagbo apportait ouvertement son soutien au PDCI RDA dans sa bataille pour la survie, engagée contre les instances judiciaires ivoiriennes. Jean-Richard Nguesson, quelle est votre lecture de ce basculement de l'ancien chef d'État ivoirien? Vous savez, le président Laurent Gbagbo était fait stratège politique. Et dans son discours, il a exprimé son soutien au PDCI RDA. Mais ce qui est assez surprenant, il n'a pas évoqué Tidjane Thiam. Il a dit, nous ne laisserons pas le PDCI mourir, nous n'avons pas à laisser mourir ce parti parce que c'est une expression politique en Côte d'Ivoire. Nous allons leur apporter notre soutien en espérant rien en retour d'eux car la conviction politique n'est pas un troc. Et il estime qu'aujourd'hui, le PDCI, comme bien d'Ivoiriens, traverse une situation difficile. Et en tant que leader politique, quelqu'un qui est sur la scène politique depuis plus de 40 années, comme je le disais, qui est un fait stratège, il estime qu'il est important pour lui d'apporter ce soutien au PDCI. Vous savez, le 14 juin 2024, on a tous entendu l'appel de Beaunoir, mais malheureusement, cet appel n'a pas prospéré. Il y a eu des rencontres entreprises, mais la plupart de ces rencontres, de ces réunions ont été infructueuses. Et on se rappelle aussi que dans la foulée de l'appel de Beaunoir, le ministre Dano Djedje avait reçu plusieurs partis politiques. C'était plus de 28 partis politiques qui avaient été rencontrés, 7 présidents de partis politiques. Mais quelques semaines après, quelques mois après, force est de constater malheureusement que l'appel de Beaunoir n'a pas prospéré. Et je me dis que face à cette situation que vit le PDCI RDA, le président Laurent Gbagbo estime que ça pourrait être une stratégie, vu qu'il est dans la même situation, quoi qu'on dise que le président Thiam aujourd'hui, de s'unir avec ce parti qui reste quand même une force importante de la Côte d'Ivoire pour mener les batailles à venir. Donc je pense pour ma part que c'est de la stratégie, certes, mais aussi vu que l'appel de Beaunoir n'a pas prospéré, que le PDCI est dans une autre coalition, pourquoi ne pas faire un appel à ce parti à travers ce discours pour qu'ils se mettent ensemble pour les batailles à venir? Soro Djabiga, le soutien affiché de Laurent Gbagbo au PDCI RDA dans sa bataille contre les instances judiciaires ivoiriennes, ça a été l'une des grosses annonces de ce comité central, d'autant plus qu'il intervenait moins de 24 heures après un communiqué du même parti, je parle du PPACI, dans lequel Laurent Gbagbo demandait à ses partisans à Paris de ne pas s'associer à une marche de soutien au PDCI RDA et notamment à son président Tidjane Thiam, empêtré dans un imbroglio judiciaire relatif à sa nationalité ivoirienne. Alors, est-ce que cela vous a surpris personnellement? Non, je n'ai pas été surpris parce que je suis au fait de l'actualité et je suis tout ce qui se passe au PPACI au plan interne, à mon niveau d'information. Et j'ai dit sur ce plateau ici, malgré que cela ait été interprété de diverses manières, lorsque le communiqué du PPACI a été rendu public, notamment sur les réseaux sociaux, les internautes sont partis dans tous les sens. D'autres ont dit que le PPACI se désolidarisait du PDCI, d'autres ont dit que le PPACI lâchait du PDCI et que le PDCI était seul parce que le GPS avait produit un communiqué notamment. J'avais dit ici que cela faisait partie d'un plan, d'une stratégie. Et que le PPACI a émis la volonté d'établir un repli stratégique et se donner le temps de réfléchir avant de ressortir sur la place publique. Et c'est ce qui a été fait. Laurent Gbagbo avait déjà annoncé le 12 avril dernier qu'il y aurait un comité central qui allait permettre à tous les membres, à tous les cadres du parti de réfléchir et produire un document, un communiqué, notamment pour appeler les militants à se remobiliser et mener des actions. Et le PPACI se préparait à lancer cela lorsqu'il y a eu l'annonce du meeting du PDCI. Et ils ont été surpris de savoir que sur les réseaux sociaux, il y a certaines affiches qui annonçaient le PPACI à ce meeting-là.
Donc il a produit le communiqué pour dire à ses militants, restez en alerte, nous allons nous concerter et ressortir. Sinon le PPACI ne s'est pas désolidarisé du PDCI. Cela a été confirmé avec la dernière communication. Il fallait des précisions. Justement. Et on peut remarquer avec le temps que Laurent Gbagbo a accordé au PDCI pendant son discours. Il a fait près de 20 minutes de discours, mais le PDCI a occupé près de la moitié du temps. Parce qu'il a passé tout son temps à ressasser un peu les actions qu'il a menées. Il a passé son temps à expliquer les droits du PDCI et que le PDCI était un leader d'opinion. Il ne faut pas lui arracher son droit de s'exprimer, son droit d'exister dans le paysage politique. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça pourrait contraindre le gouvernement à les rappeler et revenir sur la table des négociations. Parce qu'on ne va pas rappeler tout le temps le poids politique que le PPACI représente dans la scène politique. Le PDCI également est un gros morceau, sinon un très gros morceau, le pays fondateur de la Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo aujourd'hui est dans un rôle qu'il a déjà campé, il a déjà joué. En 1990, Laurent Gbagbo est celui qui a lutté pour amener le multipartisme en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est le seul qui s'est présenté contre le président Félix Houphouët-Boigny qui a eu plus de 19%. Donc aujourd'hui, quand il le dit, c'est une porte déjà ouverte qu'il enfonce parce qu'il a déjà mené ce combat. Mais aujourd'hui, avoir le PDCI et le PPACI et d'autres partis satellites que je ne vais pas énumérer autour de ce noyau-là, ça peut former une très grande force politique, sans compter le poids politique que représente chacun d'eux à l'international, avec la bataille, le combat que Laurent Gbagbo a pu mener ces 10 dernières années à l'international, au plan institutionnel, et les différents postes que Tidiane Thiam a occupés. Tout ça mis l'un dans l'autre pourra vraiment former une très grande force politique et amener les uns et les autres à revenir sur la table des négociations. Très bien. Alors, on ne cessera pas de le dire, le PDCI de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo se mènent une sorte de rivalité pour contrôler l'opposition ivoirienne. Lequel de ces deux grands partis politiques fédérera autour de lui la majeure partie de l'opposition? Est-ce que cela signifie la fin des tensions, cette sortie de l'ancien chef d'État ivoirien? On écoute à ce sujet Pierre Kouabé, qui est journaliste et qui nous donne son avis sur la question. Et on revient pour en débattre. Il faut dire que là, Gbagbo vient mettre un bémol disons la petite tension qu'il y a eu suite à la déclaration de Thiam, qui disait que selon un sondage, il était loin devant Laurent Gbagbo. Je pense que les lieutenants de l'ancien chef d'État se sont sentis offusqués. Certains ont produit des déclarations, d'autres ont fait des publications sur les différents réseaux. Et là, quand Gbagbo prend la parole, il se positionne comme le protecteur. D'abord, il se montre solidaire au PDCI, pas seulement à son président, mais au parti tout entier. Ensuite, il se présente comme un défenseur. Quand il dit qu'on ne laissera pas le PDCI pourrir, il se présente déjà comme un défenseur, comme le papa qui est là pour sauver le PDCI. Et donc, il est dans une vraie stratégie pour se montrer comme le véritable patron de l'opposition, comme le père de l'opposition, celui qui est capable de se dresser contre le parti au pouvoir, contre le pouvoir actuel. Donc voilà un peu ce qui ressort de sa sortie au niveau de ce comité. Jean-Richard, est-ce que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, sont renforcés de cette sortie de Laurent Gbagbo? Ah oui, comme le disait à l'instant l'intervenant, Gbagbo essaie de se positionner comme le leader aujourd'hui de la classe politique au regard de la situation de l'opposition, autant pour moi, et au regard de la situation que vit le PDCI-RDA aujourd'hui. Vous savez, ce rôle le rappelait à l'instant, Laurent Gbagbo, c'est plusieurs années de bataille politique. Ils sont très peu nombreux ceux qui pariait sur un éventuel retour du président Laurent Gbagbo lorsqu'il a été acquitté en 2019. Il signe son retour en 2021. Aujourd'hui, on sent un Laurent Gbagbo requinqué. On sent au niveau du PPACI qu'il y a une mobilisation de la base. On sent un Laurent Gbagbo qui retrouve sa verbe politique. Donc aujourd'hui, il essaie de se positionner comme le rassembleur de cette opposition-là. Il a évoqué également ce Laurent Gbagbo qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, qui déjà en 1990 était face au président Félix Houphouët-Boigny et il obtenait aux élections de 1990 près de 19% des voix. C'est pas rien. Et ce Laurent Gbagbo-là essaie de montrer
sa présence, de marquer sa présence sur l'échiquier politique. Je pense que c'est de bonne guerre. Et puis aujourd'hui, au regard de l'actualité du PDC RDA, au regard de la situation du président Tidjane Thiam, je pense qu'il est important pour lui aussi de se positionner comme un père, le père de cette opposition-là, qui apporte son soutien, mais qui aussi se dit être derrière pour observer, puisque c'est qu'on retient dans son discours, il a évoqué le mouvement Trop c'est trop. Et dans le mouvement Trop c'est trop, il annonce comme un cri de ralliement. Il y a des personnes, il estime, qui vivent des injustices aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. Tu vis une injustice, nous t'ouvrons les bras. Aujourd'hui, de légitimité. En quelque sorte, il estime aujourd'hui qu'il se positionne comme un justicier, puisqu'il estime que trop c'est trop. Et le PDCI aujourd'hui, trop c'est trop, est comme un cri de ralliement, puisque le PDCI crie son ras-le-bol vis-à-vis des procédures judiciaires interminables à l'encontre du président Tidjane Thiam. Et le président Gbagbo saisit cette balle-là au bord pour se présenter aujourd'hui comme le justicier de l'opposition ivoirienne. Très bien. Soro Djabiga, Laurent Gbagbo pour fédérer l'opposition ivoirienne. Est-ce que cette possibilité-là peut être réaliste? Oui, dans ces conditions-là, Laurent Gbagbo, il faut le dire, qui a joué un très grand coup de communication dans cette situation que le PDCI traverse. Parce que dans le fond, effectivement, il a matérialisé, il a manifesté sa solidarité à l'endroit du PDCI qui traverse des moments très difficiles. Le PDCI aujourd'hui qui est tout le temps trimballé, qui est tout le temps assigné à la justice et qui voit aujourd'hui son leader, son champion, candidat déclaré qui est radié de la liste électorale, et un Laurent Gbagbo qui sort pour dire qu'on ne va pas laisser le PDCI mourir. Dans le fond, c'est un acte de solidarité, mais dans la forme, Laurent Gbagbo a marqué un grand coup parce qu'aujourd'hui, il a démontré qu'il sait être solidaire, qu'il sait transcender les barrières des idéologies et des intérêts politiques pour pouvoir se mettre aux côtés de ses frères ivoiriens. Mais de façon plus réaliste, c'est vrai, Laurent Gbagbo qui tente de trouver une sorte de légitimité qu'il avait clairement perdue. Aujourd'hui, il tente de se positionner comme le fédérateur de l'opposition. Dans le même temps, quand on sait que Thiam dirige la plus grosse coalition d'opposition actuellement en Côte d'Ivoire, la CAPSI, qui regroupe entre autres, il faut le souligner, d'anciens compagnons de lutte de Laurent Gbagbo, Simone Eve Gbagbo, Charles Blé Goudé, entre autres, même Pascal Affi-N'Guessan. On imagine très difficilement ces leaders-là, dont on sait les relations très tendues avec l'ancien président, se mettre sous sa coupole pour mener un combat. Être à la tête de la plus grande coalition de l'opposition et camper et occuper le rôle de fédérateur dans l'opposition sont deux rôles qui sont différents. Occuper le rôle de fédérateur traduit une volonté de rassembler tout le monde, traduit une volonté d'unicité. Ces têtes-là peuvent se rassembler autour de la personne de Laurent Gbagbo. Je vais en venir. Donc, il disait tout à l'heure que être à la tête de cette coalition et jouer le rôle de fédérateur est différent. Laurent Gbagbo, à son niveau, c'est clair qu'il faut reconnaître qu'il n'a pas encore pu rassembler tout le monde autour de lui tel que Thiam a réussi avec Simone, Charles Blé Goudé, Pascal Affi-N'Guessan. Laurent Gbagbo n'a pas réussi cela. Mais à travers ce geste de solidarité, il a fait ce que le PDCI n'a pas pu faire. Nous avons vu récemment, lorsque l'ex-député Kando Soumaoro a été arrêté, le PDCI a produit un communiqué pour se désolidariser de ce dernier. Laurent Gbagbo a été le seul, sinon le PPACI, a produit un communiqué pour revendiquer sa libération et marquer sa solidarité à l'endroit de ce dernier-là. C'est ce que les Ivoiriens veulent voir dans l'opposition. On veut sentir qu'on sait transcender les barrières. Le PDCI appelle régulièrement à la réinscription du nom de Laurent Gbagbo. Oui, mais de façon pratique, on a vu un cas pratique ici où un individu a été arrêté parce qu'il a émis sa volonté de vouloir militer au sein d'une formation. Il a été arrêté pour cela. Et le PDCI est sorti pour dire non, qu'on ne le reconnaît pas, on n'est pas avec lui, on ne veut pas des serpents, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Alors que Laurent Gbagbo, avec tous les risques que cela comportait, est sorti quand même pour soutenir le gars. Donc je veux dire, ça serait un peu difficile aujourd'hui parce qu'il y a toujours ce problème de leadership qui existe entre ces deux grandes formations, leaders de l'opposition. Le PPACI qui revendique la légitimité au niveau de l'opposition avec un président Laurent Gbagbo qui est présent sur la scène politique depuis les années 80. Un Laurent Gbagbo qui a glané plusieurs prouesses, qui a marqué la Côte d'Ivoire de son parcours politique à travers plusieurs étapes que j'ai citées tout à l'heure, notamment la lutte pour le multipartisme. Il a été président de la République, il a marqué son temps aussi comme il le pouvait. Laurent Gbagbo, on peut le dire que c'est un homme de paix aussi. Donc il y a ce parcours-là qu'il a, et il y a un président Tidjane Thiam qui aussi a été ministre
qui a réalisé plusieurs choses qui profitent aux Ivoiriens aujourd'hui. Un Tidiane Thiam avec sa statue internationale et tous les postes qu'il a occupés à l'international. Donc dans la confrontation, on a un PDCI aussi qui est le principal parti de l'opposition parce qu'il regroupe le plus grand nombre de députés. Donc aujourd'hui, avec ce que Laurent Gbagbo est en train de faire aujourd'hui, il a marqué un grand coup. Quoique le PDCI reste toujours le plus grand parti parce qu'il regroupe aujourd'hui la plus grande coalition. Donc, chercher à savoir si le PPACI sera le parti leader de l'opposition ou ça sera le PDCI, je pense que c'est la fin de ce problème, cette bataille juridique que le PDCI mène aujourd'hui. Si le PDCI parvient à franchir cette étape, ça va permettre d'affirmer une certaine suprématie, une certaine force de Tidiane Thiam. Parce que son leadership, je voulais en venir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer, c'est le leadership de Tidiane Thiam. Il a toujours été présenté comme un leader, quelqu'un qui a des relations à l'international, quelqu'un qui côtoie tous les grands de ce monde. Et aujourd'hui, Tidiane Thiam qui est radié de la liste électorale, et les Ivoiriens avaient commencé à spéculer sur le fait qu'il était apatride. Mais effectivement, la vérité a été rétablie. La question, justement, on va l'évoquer tout à l'heure parce qu'on a une conférence de presse ce lundi du directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des droits de l'homme, en l'occurrence Augustin Kwame Yao, qui a fait cette précision. On va retenir cette phrase qui a circulé sur tous les médias en cours de journée. Thiam n'a jamais été apatride parce qu'il est indiscutablement ivoirien par filiation, par attribution. Jean-Richard Nguesson, commentaire sur cette déclaration qui est largement reprise par toutes les pages militantes du PDCI. Vous savez, l'affaire Tidiane Thiam est un véritable casse-tête juridique. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir assez rapidement sur ce que Soro disait à l'instant, parlant du président Laurent Gbagbo se présentant comme le leader aujourd'hui de cette opposition. Moi, je me pose plus ou moins quelques questions. Est-ce que Laurent Gbagbo saura être vraiment le leader de cette opposition? Parce qu'on a vu l'appel de Benoît qui n'a pas prospéré. Il y a eu des rencontres, plusieurs partis politiques rencontrés, plusieurs plateformes de la société civile rencontrées, plusieurs présidents de partis politiques rencontrés, mais cela n'a pas prospéré. Quelle est l'offre politique véritablement du président Laurent Gbagbo? C'est la question que moi, je suis amené à me poser aujourd'hui. C'est vrai? Ne pas confiance au niveau de plusieurs partis d'opposition qui se disent le profil de Thiam semble beaucoup plus fiable. Moi, je ne partirai pas sur la base de la confiance, mais qu'est-ce qu'il offre et comment est-ce qu'il se positionne par rapport à cette coalition? C'est la question que moi je veux faire ressortir parce que lorsque vous appelez, vous Laurent Gbagbo, des partis politiques à une coalition à travers un appel le 14 juillet 2024 et qu'aujourd'hui il n'y a aucune suite, on est amené à se poser des questions. Alors qu'il nous a été dit qu'il y a eu des rencontres avec les partis politiques, avec les présidents de partis, avec plusieurs plateformes de la société civile et plus d'une année après, force est de constater malheureusement qu'il n'y a, la déclaration du ministère de la Justice qui vient en quelque sorte, pour certains en tout cas, décrédibiliser la décision de la juge Maferima qui la semaine dernière déchoyait, si le terme est bien employé, le président Thiam de sa présence sur la liste électorale. Vous savez, cette situation que vit le président Thiam aujourd'hui est un véritable casse-tête chinois. Et j'observe qu'en Côte d'Ivoire, fort malheureusement, tout le monde s'est érigé en juriste, en constitutionnaliste, en expert de la loi électorale. Mais au-delà de tous ces faits, pour ne pas commenter véritablement ce que le magistrat Kwame Yao a dit, moi je retiens une seule chose, c'est que le président Tidiane Thiam, pour ma part, a été léger. Moi, ce que je retiens, c'est que le PDC a fait preuve de légèreté, de manque de stratégie. Pourquoi attendre? Moi, c'est la question que je ne cesse de me poser. Pourquoi attendre 2025 pour laisser tomber son allégeance? Il a donné le bâton à l'adversaire pour se faire battre. Vous avez passé 20 ans à l'extérieur. Vous estimez que vous avez la capacité pour diriger la Côte d'Ivoire. Il semble avoir oublié qu'en politique, il y a déstabilisation. Et je pense qu'il a un peu mal, pour ma part, préparer sa venue en Côte d'Ivoire et son entrée en politique. C'est vrai qu'on peut spéculer, les juristes peuvent spéculer. Et puis, ce qui est dommage au niveau aussi du PDC RDA, on a vu des sorties controversées et maladroites de certains de ses avocats qui se disaient et se dédisaient. Parlons de sorties controversées. On a le ministère qui nous indique aujourd'hui que sa naturalisation en tant que Français ne remet pas en cause sa filiation. Ça veut dire qu'il a toujours été ivoirien. Alors là, la juge nous indiquait il y a cela quelques temps
qu'au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien, d'où sa décision d'ordonner sa radiation. Est-ce qu'il y a contradiction entre les propos ou la position du ministère et celle de la juge qui a pris cette décision à l'encontre du président du PDCI? Oui, il y a une véritable contradiction et l'on ne comprend pas ce phénomène-là alors que l'État est censé fonctionner avec toute l'administration qui le regroupe. On n'a pas compris pourquoi la juge fait cette sortie-là pour dire qu'on ne reproche pas autre chose à Tidiane Thiam que le fait de s'être inscrit sur la liste électorale alors qu'il n'était pas exclusivement ivoirien. Alors que là, le ministère, le ministère vient dire qu'il a toujours été ivoirien. Bon. Nous avons interprété cela au plan politique parce qu'au plan juridique, cela présente une certaine incongruité qu'on ne saurait expliquer. Tout à l'heure, Jean-Richard l'a dit. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde s'érige en juriste. Parce qu'effectivement, il y a un problème. Si nos juristes ne s'entendent pas, ne s'accordent pas sur l'interprétation ou bien l'application des textes. Maintenant, moi, j'ai plutôt tablé sur le timing. La présidente du tribunal sort la semaine dernière pour radier Thiam de la liste électorale et évoque des arguments. Une semaine après, c'est le ministère de la Justice qui sort pour venir dire que Tidiane Thiam est ivoirien, il a toujours été ivoirien. Et le timing porte à croire que, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde s'entend à ce que Tidiane Thiam fasse jouer ses lobbying, ses relations, pour qu'on exerce des pressions sur le pouvoir d'Abidjan pour pouvoir le réhabiliter. Et aujourd'hui, c'est la justice qui vient dire qu'il a toujours été ivoirien. Moi, je pense que cette décision-là va susciter les heures à venir ou les jours à venir une réhabilitation de Tidiane Thiam. Ok, vous y croyez également? Oh, pas véritablement, pas véritablement. Aujourd'hui, ce qui pourrait aider le soldat, sauver le soldat Tidiane Thiam, je pense que c'est plus ou moins une rencontre avec les différents partis politiques qui appellent de tous les vœux un dialogue national ou encore à une révision de la liste électorale. Ramener Tidiane Thiam sur la liste électorale, je ne crois pas véritablement. Ça serait... Mais voilà, la justice dit qu'il a toujours été ivoirien. Justement. Donc il n'y a pas de problème. Est-ce que quelque part, on s'achemine vers une remise en cause de la décision de la justice? C'est la question qu'on se posera. Remettre Tidiane Thiam sur la liste électorale, c'est remettre en cause même... la fiabilité de notre justice. Mais ce communiqué même remet en cause déjà la fiabilité de la justice. Alors, avant justement de conclure sur ce chapitre, on va se poser cette question pour revenir sur les tractations au sein de l'opposition ivoirienne. Chacun en 30 secondes va se prononcer là-dessus. Est-ce qu'il y a possibilité, Soro Djabika, que l'on aille vers un front commun avec ce semblant de rapprochement auquel on est en train d'assister entre, d'une part, Laurent Gbagbo ou sinon le PPACI et le PDCRDA? 30 secondes. Ces deux formations politiques n'ont d'autre choix que de se mettre ensemble. Aujourd'hui, les deux traversent la même situation. À un moment donné, on ne sentait pas cette velléité, cette volonté de se mettre ensemble parce que les intérêts divergeaient. Aujourd'hui, Tidiane Thiam a été radié de la liste électorale et il rejoint Laurent Gbagbo qui est depuis longtemps radié de la liste électorale. Ces deux formations politiques sont obligées de se mettre ensemble et vous verrez que les jours à venir, ces deux formations politiques vont produire un communiqué commun pour pouvoir appeler le gouvernement à ramener les gens sur la table des négociations afin que tout le monde soit relaxé. Jean-Richard, 30 secondes. Que ce soit le PPAC ou le PDCI, c'est deux partis idéologiquement opposés. Mais je me rappelle que Laurent Gbagbo disait en 1995 qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Et on se rappelle du Front républicain. Donc je me dis que tout reste possible, mais je prends cela avec des pincettes parce que qui va être au devant de cette coalition de l'opposition, c'est là la véritable question. Crise dans l'enseignement, des perturbations signalées aujourd'hui, lundi 28 avril. En effet, dans plusieurs régions du pays, il y a eu des perturbations dans plusieurs écoles. Dans certaines zones, il n'y a tout simplement pas eu cours. Dans d'autres, les cours ne sont pas forcément allés à leur terme. Alors, cette situation intervient seulement quelques jours après une autre sortie de l'intersyndicale protestataire qui se plaignait justement de certaines ponctions constatées sur les salaires des enseignants de façon générale. Alors, il faut dire qu'aussi aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre le ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale et certains syndicats, pas forcément les grévistes. Et cette rencontre a abouti sur une volonté commune, d'après ce qui en est ressorti, de privilégier le dialogue dans la résolution de ce problème. Alors, Soro Djabika, qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle perturbation? Est-ce que l'on a plongé de plein pied dans une nouvelle crise? Vous savez, cette nouvelle perturbation que nous avons observée aujourd'hui et les jours précédents
témoigne de ce qu'il y a une nécessité d'aller à la réforme du système éducatif. Une réforme dans le fond et dans la forme. Une réforme au niveau des infrastructures. Une réforme au niveau des conditions de travail des enseignants. Une réforme au niveau des élèves eux-mêmes. Il y a forcément une nécessité d'aller. C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental qui existe et qu'on essaie de contourner. Et cela traduit toujours le problème c'est un problème institutionnel, un problème qui traduit une crise de confiance entre les grévistes et le gouvernement. La ministre de la fonction publique a produit un communiqué dans lequel elle invitait les syndicalistes à faire confiance au gouvernement. Et je me rappelle que le 8, il y a eu une rencontre entre la ministre de la fonction publique et les syndicalistes. Le 9, la fonction publique a produit un communiqué pour parler de cela. Et au fond de cette rencontre-là... Le 9, il y a eu accord. Accord. À l'issue de ces rencontres, il y a eu des accords qui ont amené à l'apaisement de la situation et à la reprise des cours. La seule condition était la libération du camarade Assis Dugari et la non-application des sanctions qui ont été annoncées. Et qu'est-ce qu'on a vu hier? Des ponctions sur les salaires de plusieurs enseignants. Donc là, la ministre invite justement les syndicats à faire ceci. Je la cite, faites confiance au président de la République et à son gouvernement. Je me suis engagé dans ce processus et je porterai vos doléances. Alors que les enseignants, les grévistes avaient accepté de reprendre les cours à deux conditions, je le disais tout à l'heure. La libération immédiate du camarade Assis Dugari qui a été arrêté depuis le 3 avril dernier et la non-application des sanctions qui avaient été annoncées. Mais c'est carrément le contraire de tout cela qui a été produit. Non seulement Assis Dugari continue d'être maintenu en détention et on a assisté à des ponctions sur les salaires des enseignants, notamment ceux de l'URAGP. L'Union des enseignants du RAGP, nous avons vu des publications où ces derniers se plaignaient du fait qu'ils n'avaient pas pris part aux grèves, mais ils ont été quand même ponctionnés. Moi qui étais en reportage à Yamoussoukro et Bouaké le week-end dernier, à Bouaké hier jusqu'à minuit, j'ai pu voir des enseignants qui campaient, qui faisaient le pied d'aiguille devant des banques. Des enseignants mécontents. Nous avons reçu des coups de fil de certains enseignants qui disaient qu'ils avaient ponctionné 190 000 francs sur les salaires. Un enseignant est payé à combien? L'enseignant n'arrive même pas à vivre décemment de son salaire et il se retrouve ponctionné d'une grande partie de son salaire. Donc je m'interroge sur la véritable volonté du gouvernement à pacifier la situation et permettre aux enfants d'aller à l'école parce que c'est eux aujourd'hui la victime. Nous avons vu également une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle les enfants scandaient « on veut aller à l'école ». On veut aller à l'école. Ces enfants manifestaient leur volonté de reprendre les cours. Donc je pense qu'aujourd'hui, la clé de cette situation-là, la solution se trouve entre les mains du gouvernement. Jean-Richard, c'est la goutte qui fait déborder le vase, les ponctions sur les salaires. Ah oui, avant de répondre, je dirais que la balle n'est pas que dans le camp du gouvernement. La balle également se trouve dans le camp des grévistes. Mais les grévistes ont repris les cours. Parce que la ministre disait dans son propos qu'il faut éviter la défiance et elle disait qu'elle se porte garant de porter les doléances des grévistes devant le chef de l'État. Je pense qu'à travers ces propos, il faut mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je me pose une question. Mais il y a eu des ponctions. Il y a eu des ponctions, certes. Mais elle estime qu'il faut faire confiance à l'État. Nous attendons de voir... Qu'est-ce que l'enseignant mange avec sa famille? J'espère véritablement que cette situation sera réglée. Mais il faut aussi qu'au niveau des enseignants, ils fassent preuve... Il faut véritablement regarder à l'intérieur supérieur de la nation. Parce que j'ai jeté un coup d'œil il y a de cela quelques jours sur les différentes dates d'examen de fin d'année. Figurez-vous que le CP, c'est dans quelques semaines, le 19 mai prochain. Pour le BPC, c'est le 26 mai prochain. Pour le bac, c'est le 16 juin au 20 juin prochain. Moi, je me pose des questions. Quel examen ou quel sera le taux de réussite de ces différents examens? Moi, je me pose la question parce que l'année scolaire, qu'on le veuille ou pas, a été émaillée de nombreuses grèves. Le premier débrayage, c'était en octobre 2024. Ensuite, il y a eu des tentatives en mars, en avril. Aujourd'hui, à l'orée des examens de fin d'année, il y a encore des grèves. C'est vrai, je suis conscient, comme la majeure partie des Ivoiriens, que cette prime, elle est importante pour bon nombre de... prime des citations que réclament les enseignants. Mais il faut aussi regarder à l'intérieur supérieur de la nation et regarder à l'éducation nationale. Le témoignage d'Adama Konaté, qui est coordinateur fédéral chargé de l'organisation du CESCI, une corporation d'enseignants. Et là, il crie... la situation qu'il vit, le drame du fait de ces coupes salariales. Il estime qu'il n'a même pas, pour le reprendre, vous aurez l'occasion de l'écouter, il n'a même pas de quoi se payer le transport
pour aller au travail et nourrir ses enfants qui derrière lui auront faim et qui sont aussi des écoliers. On va suivre ce témoignage. Alors, vous avez parlé de perturbation, mais moi je parle de saut d'humeur légitime. On va dire comme ça, saut d'humeur légitime. À l'heure où il vous parle, j'ai vu mon salaire d'avril suspendu. Moi, un père de famille, comment je m'arrange d'abord à la maison? Comment je fais pour me rendre au travail? J'ai fait grève de 6 jours ou bien pendant 6 jours. On m'a suspendu tout le salaire du mois. Mais attends, je vais faire quoi encore à l'école? Ou bien je vais faire quoi encore au travail pour le mois d'avril là, pour lequel on m'a tout pris? Un enseignant, un travailleur qui fait 6 jours de grève, on ponctionne 10 jours. Et c'est des ponctions qui sont très démesurées. Mais on ne s'est pas entendu sur ça. On ne s'est pas entendu sur ça avec le gouvernement. Voilà. Ce qui a été dit, c'est que vous suspendez le mode de grève, on va au dialogue, on discute, on va aux discussions. Pendant ce temps, nous vous rassurons que vous ne verrez pas vos salaires ponctionnés. Je veux dire, il n'y aura pas de sanctions à caractère financier pour le mois d'avril. Mais aussi et surtout la libération inconditionnelle, sans condition, du camarade Dugarry Assis qui est encore cloué dans les 4 murs ou bien dans les 4 clôtures de la Maca. Mais on avait parlé aussi de rétablir les ponctions du mois d'octobre dernier. Alors, si tout ça n'est pas fait, mais c'est quelle injustice on veut faire subir à l'enseignant de Côte d'Ivoire? L'enseignant de Côte d'Ivoire n'a pas demandé, il n'a pas demandé tout le budget de la Côte d'Ivoire, il a juste demandé un mieux-être. Et ça, c'est possible. Mais dans la manière, il faut que on respecte nos engagements. Nous grognons, nous disons non à cette façon de fonctionner. Nous mettons la pression parce que jusqu'à aujourd'hui, le directeur nous remet jusqu'au 6, le 6 mai, jusqu'au 6 mai, moi j'ai vu comment ils... Les enseignants qui, en croire Adama Konaté, ne demandent qu'un mieux-être. Et là, la situation semble jouer en leur défaveur. Soro Djabiga, qu'est-ce que vous pensez qui peut être appliqué dans l'immédiat pour ramener les enseignants dans les salles de classe? Oui, dans l'immédiat, ce qui peut être fait et qui ne nécessite pas de moyens, c'est la libération de Assis Dugarry et la réhabilitation de tous les enseignants qui ont vu leur salaire ponctionné ou suspendu. Ça, au moins, ça ne nécessite pas 400 milliards pour pouvoir répondre à leurs demandes. Si vraiment le gouvernement veut arriver à aboutir à l'apaisement, il faudrait qu'on leur permette au moins d'avoir accès à cela. Et qu'il faut leur permettre aussi d'exercer librement leur syndicalisme. C'est un droit fondamental, c'est un droit qui est prévu dans la Constitution. Donc je ne comprends pas pourquoi d'autres se retrouvent en prison, d'autres se retrouvent avec des salaires ponctionnés, d'autres se retrouvent avec des salaires suspendus. Les syndicalistes ne peuvent pas accepter cela. Un syndicaliste qui est bien formé sait très bien que cette décision qui est appliquée n'est pas constitutionnelle. Donc voilà, c'est un droit fondamental qu'ils sont en train de revendiquer. Et par derrière, ils sont en train de revendiquer le droit à des conditions de vie un peu plus aisées. Très bien. Alors on a Gérard Dia qui est journaliste indépendant, qui lui non plus, un peu comme Soro Djabiga, ne comprend pas la nécessité de ponctionner les salaires de ses enseignants, même ceux qui n'ont pas forcément suivi le mot d'ordre de grève. Alors il estime qu'il appartient au gouvernement de jouer pleinement sa partition pour ramener la sérénité au sein de l'école ivoirienne. Là, on me signale qu'on n'a pas dans l'immédiat la vidéo de Gérard Dia. Jean-Richard Nguessan, quelle issue peut être trouvée justement pour le déblocage de cette crise qui semble reprendre de plus belle? Moi, je salue déjà les propos de la ministre Marietou Koné qui a montré de la bienveillance dans ses propos. Elle dit nous nous sommes compris, elle appelle à éviter la défiance. Elle estime que des décisions seront prises en faveur, bien évidemment, des enseignants. Et je salue aussi l'intervention des différents porte-paroles qui, non seulement estiment avoir entendu les propos de Madame la ministre, mais qui ont donné la garantie de procéder à des rattrapages. Des porte-paroles qui ne sont pas forcément les grévistes. Il faut le dire parce que quand on suit la liste de ceux qui ont rencontré aujourd'hui la ministre, il n'y a pas
il n'y figure pas des leaders tels que Bible et David. Oui, on aurait bien aimé voir dans cette liste ou encore dans les différentes présences Blaise qui a porté ce combat depuis bien de semaines, mais malheureusement il n'y était pas, on ne connaît pas la raison. Ce qui est un peu dommage dans cette situation, c'est qu'il y a très peu de communication. C'est vrai que la ministre a sorti quelques bouts de phrases qui nous rassurent. Il y a eu de part et d'autre des phrases assez rassurantes, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas véritablement de visibilité sur ce qui est fait ou ce qui est dit, et il n'y a pas un calendrier d'évolution de la situation. Et c'est ce qui peine par moment bon nombre de personnes. Alors vous le savez, le principe de cette émission, enfin l'un de ses principes, c'est de permettre à tout le monde, vous qui nous suivez, d'y prendre part en envoyant vos messages au numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. Alors sur ce sujet, on a Esther Sanogo, elle est étudiante en master d'espagnol. Si on a sa vidéo, on va l'écouter. Elle aspire justement à embrasser le métier d'enseignante et elle exprime son avis sur cette crise qui semble s'éterniser. Je voudrais vous faire part de mon ressenti concernant la grève en Côte d'Ivoire, notamment celle des enseignants. Dans un premier temps, il faut savoir que la grève, c'est tout arrêt de travail en vue de faire des demandes d'amélioration de travail pour les travailleurs eux-mêmes. Elle est souvent motivée par des revendications liées aux conditions de travail, au salaire ou aux politiques gouvernementales. En Côte d'Ivoire, la grève des enseignants est beaucoup récurrente. Et pour ma part, l'État gagnerait à trouver une solution afin de faire face à ce phénomène. Les avantages pour l'État à pallier à ce phénomène sont multiples. Nous pouvons citer entre autres l'harmonie entre l'État et les enseignants de Côte d'Ivoire, la motivation pour les enseignants de faire mieux leur travail. Vu que l'éducation est la clé d'une nation, et si les enseignants font leur travail avec beaucoup de négligence, c'est clair que nous aurons une société défaillante. Il faut dire que là, Gbagbo vient mettre un bémol. Disons la petite tension qu'il y a eu suite à la déclaration de Thiam, qui disait que selon un sondage, il était loin devant Laurent Gbagbo. Je pense que les lieutenants de l'ancien chef de l'État se sont sentis offusqués. Retour sur ce plateau, légère erreur technique. Là, on vient de réécouter l'intervention de Pierre Kwame qui s'exprimait plutôt sur le premier sujet, donc relatif aux fins des tensions entre le PDCI et le PPACI. Commentaire avant de conclure sur le sujet de la crise dans l'enseignement, Soro Djabiga, Esther Sanogo, qui elle aussi aspire à ce que la situation puisse se résoudre dans les plus brefs délais. Oui, tout le monde a intérêt à ce que la situation se résolve parce qu'aujourd'hui, c'est le système éducatif qui a été bloqué. Il y avait des examens blancs qui ont été suspendus, il y avait des épreuves physiques et sportives qui ont été suspendues, il y avait des notes qui ont été bloquées. C'est tout un système qui est paralysé. Quand on sait tous les énormes budgets que l'État injecte dans le système éducatif, personne ne gagne à ce que les élèves restent à la maison et que les enseignants continuent de gréver. C'est notre argent en tant que contribuable qui est en train d'être bafoué. Donc je pense que nous avons tous intérêt à ce que ce problème soit réglé. Et je salue ce que mon confrère a dit. On sent une certaine opacité dans la gestion de ce problème entre les acteurs syndicalistes et le gouvernement. Chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est à travers des phrases de 4 ou 5 lignes qu'on nous donne un petit communiqué et on se contente de cela. En tant que parent d'élèves, tout le monde a besoin de comprendre ce qui se passe, tout le monde a besoin de savoir ce qui s'est dit là-bas parce que c'est l'avenir des enfants qui est en jeu. Et ce sont les moyens des parents aussi qui sont investis là-dedans. Donc il ne faudrait pas que ce problème soit géré de façon opaque, il faudrait qu'on soit impliqué. Il y a un président des élèves, président des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, il doit se saisir de ce dossier et s'impliquer là-dedans afin qu'on comprenne ce qui se passe. Parce que d'autres sont poussés à croire qu'il y a un deal qui existe. On ne comprend pas ce qui se passe. Il y a eu des rencontres à Bassam. Au sortir de ces rencontres-là, ce sont des bouts de phrases qui ont été communiqués. Il y a eu des rencontres les 8 et les 9. Ce sont des bouts de phrases qui ont été communiqués. Mais toujours est-il que le problème revient, ça persiste toujours. Il y a toujours des suspensions. On revient encore à la crise, tout ça. Absolument. Moi, à quelques semaines des examens de fin d'année, moi, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Vous savez, le climat social est déjà délétère au regard de la situation politique. Et j'estime que cette année, le champ de l'éducation nationale a été bien souvent émaillé de nombreuses grèves. Je pense que de part et d'autre, on gagnerait véritablement à s'asseoir et de régler une fois pour toutes ce problème de prime d'incitation des enseignants afin que l'école soit paisible les mois et les années à venir.
Dernier sujet au menu de cette émission de l'Intelligent Club, Mohamed Bazoum, 22 mois de séquestration sans lueur d'espoir. C'est un sujet qui hante les débats dans l'actualité sous-régionale depuis la chute de l'ancien président nigérien renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023, si mes mémoires sont bonnes. Alors sur ce fait, Geneviève Götzinger, patronne de l'agence de communication politique Image, nous fait une contribution. Elle s'exprime sur ce sujet et naturellement elle appelle au respect de l'ordre démocratique et donc à la libération de Mohamed Bazoum. Bien sûr, vous avez raison, la question peut se poser d'un engagement dans la durée. Au bout de plus de 21 mois, est-ce que ça a encore du sens en réalité? Mais moi, je pense que oui. Je pense que quand on est engagé pour une cause qu'on estime juste, il faut la poursuivre jusqu'au bout. Et cette cause est juste. Qu'est-ce qu'il y a de plus juste finalement que la défense d'un homme séquestré dont le seul tort est d'avoir été élu par son peuple? Et puis je sais bien que il y a dans cette cause des gens qui sont héroïques, beaucoup plus que moi qui finalement suis tranquillement installé à Paris. Certains ont tout perdu. Certains sont exilés, certains ont même perdu leur nationalité nigérienne. Et ils continuent de se battre. Ils continuent de se battre pour le président Bazoum parce que il est l'incarnation du droit, de la démocratie, du combat pour la liberté. Alors il est évident que, en ce qui me concerne, il n'est pas question de lâcher quoi que ce soit. Si même j'étais tentée par moments, par une forme de lassitude, je penserais à eux en fait, et je penserais à lui. Le calvaire, c'est lui qui l'endure. Le calvaire, c'est le peuple nigérien qui l'endure depuis bientôt 22 mois. Et ça va durer combien de temps en réalité, ces attaques terroristes tous les jours, que le président Bazoum savait juguler, qu'il avait trouvé le moyen de juguler. Ça va durer combien de temps cette descente aux enfers sur le plan économique? Ça va durer combien de temps la séquestration d'un président démocratiquement élu, qu'on accepte, que la communauté internationale accepte parce qu'on est en Afrique? Mais franchement, c'est juste intolérable. Moi, depuis plus de 21 mois, je dis que c'est inacceptable à mes yeux, que c'est intolérable à mes yeux, que c'est insupportable. Et donc, parce que c'est insupportable, je continue à me battre au bout de plus de 21 mois. Soro, on vient d'entendre une femme pleinement engagée dans le combat pour la libération de l'ancien président nigérien. Il a été renversé par un coup d'État, donc de façon non démocratique. Et jusqu'à présent, la junte dirigée par Abdourahmane Tchani continue de le maintenir dans un état qu'on pourrait légitimement qualifier de séquestration. Votre lecture de cette situation alors qu'on n'a aucune lisibilité concrète sur le sort à réserver au successeur de Mahamadou Issoufou? Oui, Götzinger l'a dit. Bazoum qui est détenu, ça fait maintenant 22 mois. Et il n'a pas encore été libéré malgré les appels de la communauté internationale, traduit une certaine fragilité des institutions nationales et internationales dans cette partie du monde, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger aujourd'hui. Nous assistons régulièrement à ces violations des droits de l'homme. Et c'est vrai que ces pays traversent une situation, ces pays vivent des situations exceptionnelles qu'ils partagent en commun, qui est la lutte contre le terrorisme. Mais renverser un président déjà, ça traduit de la fragilité de l'ordre constitutionnel, c'est antidémocratique. Et le détenir pendant près de 2 ans, je pense qu'il y a vraiment une urgence. Et ça porte à croire que la démocratie est beaucoup touchée, beaucoup fragilisée dans cette partie. Je vais rappeler déjà qu'au Mali, au Burkina et même au Niger aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition ont été interdits d'exercer, même en situation de guerre, la politique continue et la vie sociale continue, alors que les partis politiques sont des véritables régulateurs de la vie sociale courante dans une nation. Donc, empêcher aujourd'hui les partis d'exercer et détenir un président pendant près de 2 ans, je pense qu'il y a clairement une violation des droits de l'homme et ça montre que la vie n'est pas facile pour les populations dans cette partie du monde où le Niger qui est un pays qui est très pauvre, il faut le dire. J'aime à le dire, le Niger possède que 8% des terres cultivables. Le Niger a engagé une guerre qui lui a été imposée contre les terroristes. Le Niger aujourd'hui a engagé un front, comme je le dis comme ça, à l'instar du Mali ou du Burkina, contre les institutions internationales. Le Niger a chassé d'autres de grandes puissances de son territoire.
sous prétexte qu'ils revendiquent une certaine souveraineté. C'est bien beau, mais il ne faut pas marcher sur les droits des uns et des autres. Sinon, ça décrédibilise leur action. Aujourd'hui, ces pays revendiquent la souveraineté, ces pays revendiquent la lutte pour le panafricanisme. Dans le fond, c'est bien beau, mais il faut mettre au centre de toutes nos actions en tant qu'acteur, en tant que leader politique, il faut mettre l'homme au centre de tout ce qu'on mène comme action. Aujourd'hui, c'est un Bazoum et sa famille qui sont privés de leurs droits pendant 2 ans. C'est grave. Jean-Richard, 22 mois de séquestration sans aucun jugement et pourtant la junte continue de le détenir sans véritablement lisibilité sur son avenir judiciaire. Bon, la question que je me pose depuis cette affaire, c'est qu'est-ce qu'on reproche exactement au président Bazoum? Je me suis amusé dans la préparation de cette émission à revisiter son histoire professionnelle et sa trajectoire politique. Et j'ai observé que c'est un homme dont le parcours force le respect. Parce que non seulement il est diplômé de lettres et de philosophie, mais figurez-vous qu'il a enseigné la philosophie de 1984 jusqu'à 1991. Ensuite, il entre en politique et sera élu 4 fois député. C'est-à-dire c'est un enfant de la politique, de la démocratie. Et par la suite, de 2016 jusqu'à 2020, il sera successivement ministre dans plusieurs gouvernements. Et ce que j'observe, cette longévité dans le champ politique au niveau du Niger l'amène à être élu président le 21 février 2021. Donc un homme qui a du vécu politique. Qui a du vécu. Et à côté de cela, il ne fait que 2 ans, 3 mois et 24 jours à la tête de l'État. Et après cela, il est renversé par certaines personnes de la garde présidentielle. Sous prétexte que les résultats en termes de lutte contre le terrorisme ne seraient pas suffisants, quand on sait que depuis près de 2 ans, la situation s'est sérieusement dégradée, là où les militaires qui étaient au front ont pris le pouvoir au palais présidentiel et semblent véritablement déboussolés. Ah oui, il a lieu de le dire. Il y a de cela quelques années, quand il était au pouvoir, le pays connaissait une baisse des attaques djihadistes. Mais malheureusement, aujourd'hui, le pays est dans l'impasse. Et ce qui est dommage dans le cas du président Bazoum, c'est que plusieurs personnalités, il y a des prix Nobel de la paix tels que Denis Mukwege ou encore Wole Soyinka qui ont interpellé le monde. Il y a l'ONU, il y a l'Union européenne. Il y a plusieurs personnalités à travers le monde qui ont dénoncé l'arrestation ou la séquestration. Mais fort malheureusement, on observe que les choses n'avancent pas. Est-ce qu'il va faire 4 ans, 5 ans? Et ce qu'il faut retenir, il est séquestré avec son épouse et son fils. Et il faut très souvent le rappeler. Je pense que c'est dommage pour la démocratie et je pense que la CEDEAO gagnerait à poursuivre ses pressions sur la junte militaire du côté du Niger afin que le président Bazoum soit libéré. Le Niger n'est plus membre de la CEDEAO sur décision. Ah oui, mais en dépit de ce fait, il est de la responsabilité de la DCAO de continuer de poursuivre les différentes manœuvres pour qu'il soit libéré. Soro Djabega, on va conclure sur cette question. Est-ce que concrètement, aujourd'hui, la junte peut se résoudre à enfin prêter une oreille attentive aux réclamations de la communauté internationale sur la situation de Mohamed Bazoum? Vous savez, c'est réciproque. Hein. La junte a des faits, la junte a relevé des faits marquants qui l'ont poussé à se tenir dans cette posture d'opposition vis-à-vis des institutions sous-régionales que sont la CEDEAO et autres. La CEDEAO a également fait remarquer un certain nombre d'éléments et la CEDEAO a exercé des pressions et des sanctions vis-à-vis de ces pays-là qui ont créé aussi la rébellion et de la frustration au niveau de ces pays. Je pense qu'il n'y a pas que la junte qui doit prêter une oreille attentive ou bien tendre la main ou saisir la main tendue des institutions sous-régionales. Ce sont les deux parties qui doivent... Nous parlons spécifiquement du cas d'un individu dont les droits sont ostensiblement violés. Oui, mais l'individu... du conflit entre le Niger et la CEDEAO. Oui, mais l'individu est détenu par le Niger aujourd'hui qui est dirigé par... Même pas par le Niger, par une junte illégitime, parce que ce n'est pas le Niger. Mais cette junte... Ils n'ont pas vocation à représenter le Niger. Ce que vous appelez junte, que moi j'appelle ce régime, aujourd'hui répond du Niger. Donc toutes ces actions incarnent le pays. C'est le Niger en otage. Bon, moi je ne dirais pas ainsi, il est le président du Niger. Et tout à l'heure, je vais faire remarquer à mon co-débatteur que les attaques terroristes ne sont pas forcément des faits qui sont inhérents aux pays qui sont frappés par des coups d'État ou qui sont dirigés par des putschistes entre griffes.
Nous avons vu l'attaque sanglante que le Bénin a subie dernièrement. Le Bénin aujourd'hui qui est dirigé par un président démocratiquement élu. Par manque de coopération. Mais si, par manque de coopération avec de base arrière et aujourd'hui qui forge des faiblesses au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas assez de marge aujourd'hui pour pouvoir agir dans cette partie du monde. Je pense que... Mais puisque les djihadistes bénéficient d'une base arrière qui leur est ouverte, mais le Bénin d'un pays qui refuse de coopérer. Le Bénin n'est pas dirigé par des terroristes, pardon, n'est pas dirigé par des putschistes. Le Bénin est dirigé par des présidents démocratiquement élus et le Bénin aujourd'hui paye le prix de ces attaques terroristes-là. Moi, je m'apprêtais à dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste là à se jeter la pierre alors que la menace est imminente, la menace est à nos portes. L'exemple avec le Bénin et le Togo qui ne sont pas des pays qui sont dirigés par des militaires. Donc aujourd'hui, tous les pays de la CEDEAO qui ne sont pas aujourd'hui frappés par ce phénomène-là doivent prendre conscience et se mettre ensemble pour pouvoir anticiper si d'imminentes attaques qu'on pourrait vivre également. Il ne faut pas qu'on reste focalisé sur le fait que comme ce sont des pays qui sont dirigés par des militaires, voilà pourquoi ces pays-là subissent ça et tel réveil. Voilà. Votre dernier mot avant je vais en appeler à la communauté internationale, à nos chefs d'État, à l'Union africaine, de s'approprier l'affaire Bazoum. Vous savez, on en parle très peu sur nos médias et les avocats de Bazoum, j'évoquais la CEDEAO à l'instant, ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, mais rien depuis. L'Union européenne a fait des communiqués, l'ONU, mais rien. J'estime qu'il faut continuer de faire pression sur cette junte et afin que Bazoum soit libéré. Parce qu'aujourd'hui, il a 65 ans, il est fragilisé, il est séquestré, on ne sait pas, il vit dans quelles conditions. Je pense que c'est dommage. Quelqu'un qui a été élu avec 55,75% des voix par les Nigériens être détenu aujourd'hui pour on ne sait quelle raison. Je pense que c'est dommage et nos présidents, nos chefs d'État gagneraient aussi à défendre et à plaider la cause de Bazoum. Jean-Cher Nguessan Soro Djabiga, merci d'avoir partagé votre expertise pour le décryptage de ces différents sujets d'actualité dans le cadre de ce numéro de l'Intelligent Club. Quant à vous, chers téléspectateurs, on va se dire au revoir pour ce lundi. On se retrouve demain mardi pour d'autres sujets croustillants de l'actualité nationale et peut-être internationale. Au revoir.